Je ne sais pas si vous sentez de votre côté, ça sent la fin de la saison. L'été arrive, donc nous aussi, on partira en vacances, mais on ne vous laissera pas seul, ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en reparler. Voici le 85e épisode des Technos. Et pour ce 85e épisode, on a avec nous de ce côté-ci Marc. Bonjour Marc, déjà très concentré, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis de l'autre côté, on a Sébastien, qui lui, toujours très détendu. C'est le moins qu'on puisse dire aussi. Merci de nous avoir envoyé vos nombreux messages comme chaque fois, bien entendu, les pouces vers le haut, les petits commentaires, etc. Et puis les longs commentaires également. Des fois, ça équivaut à une consultation complète chez l'informaticien. Ce que vous nous demandez, c'est le cas d'Alexandre cette semaine qui nous pose plein de questions, Marc, concernant ses acquisitions, ce qu'il devrait faire avec et autres. Je vais te demander de résumer ça un petit peu, s'il te plaît. Alors, je résume. Donc, Alexandre a eu la chance de s'équiper avec une Surface 4 i7, une belle bécane, 16 Go de RAM. Donc voilà, Surface Pro. Un truc des jeux. Surface Pro 4, pardon, désolé. Ça marche pas, hein. Non, effectivement, au prix de la bête, ça fait cher le kilo. Mais bon, soit, tout à fait, on n'est pas là pour juger. Donc, de là se posent deux questions. La première, inhérente au stockage, parce que une Surface Pro 4 n'a pas un stockage extensible, même si ça peut aller jusqu'à 512 Go de disque dur en SSD, mais c'est limité. La deuxième, que je délèguerai plus à Sébastien, c'est l'absence de carte graphique. C'est un chipset Intel de base, c'est un peu poussif. Alors, il nous demande ce qu'il pourrait prendre comme option sur un Synology. Et alors, en regardant rapidement sur la page produit de Synology, puisqu'ils disent vouloir s'orienter sur du stockage de vidéos, photos et autres documents et la création d'un petit cloud sécurisé, moi je lui conseillerais de partir sur un modèle 2B, par exemple, on va dire un DS716 ou un DS216 qui vont lui permettre d'avoir un stockage soit en RAID 0, soit en RAID 1, donc soit très rapide, soit sécurisé à 100% avec une tolérance de panne d'un disque. Soit s'il veut quelque chose d'un peu plus élaboré, où il peut par exemple faire du RAID 5, partir sur un 4B. Là, on peut avoir quelque chose d'un peu plus puissant comme un 415 ou un 416 dans ces eaux-là. Et les deux modèles, que ce soit le modèle 2B ou le modèle 4B, lui permettront d'utiliser sur la distri Synology de base, donc sur le DSM, il y a des paquets qui permettent de monter son propre petit cloud avec DS Cloud et ça marche plutôt pas mal. Et de faire de la conversion de vidéo aussi, je pense. Exactement, il y a des systèmes, et puis il y a des trucs qui permettent de faire de la conversion de vidéo à la volée. De ce côté-là, franchement, on a déjà expliqué, le catalogue des paquets Synology est plus que bien fourni et la communauté derrière est très active aussi. Et je vous renvoie d'ailleurs vers le hors-série que nous avions consacré au NAS Synology. Qu'y avait-il d'autre à rajouter par rapport à la demande ? Alors, il y avait une deuxième question sur sa carte graphique, dans le sens où la carte graphique de la Surface lui permet pas de jouer à des... alors qu'est-ce qu'il veut jouer ? World of Warcraft ou des trucs comme ça ? Non, Way of Mine, je sais pas ce que c'est, désolé, on n'est pas des gamers. Enfin, moi, pas du tout. Et donc, en fait, il me posait la question sur les petits boîtiers que j'utilise, parce qu'effectivement, de temps en temps, je parle d'un petit boîtier que je connecte à mon portable pour connecter mes écrans. Ah, on a déjà parlé de ça aussi. Oui, on en a déjà parlé, mais vous ne le voyez pas, évidemment. La caméra est tournée vers moi, mais il y a mon portable, premier écran, deuxième écran, troisième écran. C'est indispensable. Mais malheureusement, ce type de petit boîtier, c'est très bien pour un navigateur, c'est très bien pour un Skype, c'est très bien, mais il ne faut pas espérer avoir joué avec ça. Ça n'a pas la puissance d'une carte graphique. C'est un petit truc en USB et honnêtement, c'est pas cher payé et c'est pas ça qui donne des performances exceptionnelles. Donc non, il ne pourra pas espérer avoir une énorme carte graphique comme une Nvidia sur base de ça. Maintenant, il y a des solutions. Marc connaît des solutions où... Matrox a une solution de ce genre-là, j'ai une bêtise, non ? Alors, Matrox a une solution de ce genre-là, mais c'est principalement de la 2D accélérée. Donc, quelque part, c'est le même modèle d'utilisation que les petits modules que Seb utilise et que moi j'utilise aussi. Oui, qui s'appelle comment ? Rappelons le nom de... C'est la DisplayLink, c'est ça. Oui, ça, ce sont les trucs que nous utilisons. Mais il existe... Alors, c'est encore un peu du prototype. Je ne sais pas si le produit est sorti de manière officielle. C'est Asus qui fait ça. Razer le fait aussi, à ma connaissance, mais à mon avis, à des tarifs beaucoup plus élevés. C'est un petit boîtier
que vous allez pouvoir connecter à votre laptop ou à votre Surface dans ce cas-ci avec une connexion USB 3. Ou Thunderbolt si vous avez un Mac. Dans ce boîtier, vous allez pouvoir mettre une carte graphique normale. Donc vous allez pouvoir taper une GeForce, une Radeon, n'importe quoi. Et en fait, vous allez transférer le bus de la carte graphique vers celui de votre PC par un canal PCI Express qui circule sur l'USB 3. Ça vous donne des performances qui sont évidemment beaucoup plus intéressantes en jeu pur et en vidéo pure que ce qui est embarqué avec les chipsets Intel. Maintenant, vous attendez pas à avoir non plus quelque chose de totalement identique à ce que vous pourrez trouver sur un PC très très haut de gamme dédié au pur gaming, dans la mesure où bon, ça rajoute quand même un boîtier assez conséquent, c'est pas totalement mobile. Et ici, par exemple, ce que je vois sur le Asus, on parle du Asus XG2 pour la référence. C'est un truc qui est plus gros qu'une Surface. Oui, c'est ça. Donc on s'éloigne un petit peu de l'objectif. Mais ça permet d'avoir une docking station, d'avoir ça connecté sur une docking station. On se balade avec la Surface en usage purement nomade, et quand on veut quelque chose d'un peu plus puissant au niveau gaming, on le connecte sur la docking station, le truc est branché en USB 3, et là on a la puissance graphique d'un PC standard. Ok, bon ben voilà, je pense qu'on a bien répondu aux différentes questions. Sébastien, tu avais peut-être un truc à rajouter, non? Je sais pas. Non, du tout. Juste que, enfin oui, on peut espérer qu'il y aura des solutions meilleures dans les prochaines années, parce que à l'époque, dans le portable, on pouvait mettre des petites cartes PC, MCIA, si je me rappelle bien. Ouais. Mais tout ça n'existe plus. Maintenant, nos laptops, c'est devenu un peu inconsommable. Donc, c'est une boîte et tu sais plus rien changer là-dessus. Donc, voilà, peut-être que soit les portables auront des performances suffisantes que pour les gamers dans les prochaines années, soit ça nous permettra d'être un petit peu plus mobile, enfin modulaire, comme les téléphones, le téléphone, on est repassé sur du modulaire chez Google, donc peut-être que voilà, on va voir ça aussi. Pas oublier qu'il y a quand même deux générations de laptops, soit les petits utilitaires qui sont plus axés sur la puissance processeur, comme ceux que Sébastien et moi on peut utiliser. Il y a également des laptops orientés gaming. Oui. Voilà. Chez Dell, entre autres, ils ont une gamme, entre autres, parce qu'il y en a. Et puis tu avais Alienware, c'est ça. Oui, Alienware, exact. Ok, bon ben voilà, j'espère que Alexandre sera satisfait de la réponse. Enfin, là, la question était à multiples et à tiroirs, on va dire. Donc, merci en tout cas de l'avoir posée. On a essayé d'y répondre. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas. On pourra peut-être un petit peu plus de temps pour y répondre, parce que, comme je le disais, on arrive un petit peu au bout de la saison, et donc là, on va un petit peu tous s'évader à gauche, à droite. Ce sera un petit peu plus difficile de vous répondre, en tout cas dans des délais aussi courts, moins d'une semaine en général. Donc voilà, c'est dit. On peut passer maintenant à notre abécédaire classique. La lettre A comme Apple, évidemment, à l'honneur cette semaine, puisqu'il y avait une keynote cette semaine à la faveur du WWDC 2016, la grand-messe des développeurs Apple. Marc, keynote que tu as suivi d'un œil ou de deux? De loin. Et de loin. Ceci dit, la presse high-tech, on a largement parlé en long, en large, en travers. C'est l'occasion peut-être de faire un petit bilan de tout ce qui s'est dit aussi, Marc. On peut alors rapidement, personnellement, on va revenir sur quelque chose, on va d'office se fâcher avec tout le monde. Moi, j'ai pas trouvé ça bouleversant, franchement. Pour moi, le tagline que je pourrais appliquer à cette keynote, et de plus en plus, pour moi, ça se confirme, c'est « This is not a revolution anymore ». C'est vraiment, on est dans l'évolution plutôt que dans la révolution. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu trois trucs principalement. On a eu, alors, le plus gros changement, c'est le nouveau iOS. Bon, parlons-en. Le nouveau iOS introduit des choses aussi essentielles que, comme toujours, des nouveaux sons, des nouvelles notifications, pour arriver un peu quand même, allez, on va être de très mauvaise foi, mais c'est vrai, pour arriver au niveau de ce qui se fait sur Android depuis pas mal de temps. Ils apportent également des changements assez profonds dans les applications photo, plan et iMessage. Tout le monde attendait une déclinaison de iMessage sur Android, ce qui aurait permis franchement à Apple d'avoir une solution qui était cross-platform. Elle n'est pas là. Est-ce qu'elle va arriver un jour? On n'en sait rien. Elle était très attendue. Ça n'a pas été le cas. Toujours est-il qu'il faut constater que les nouveautés qui ont été mises en avant de manière prépondérante sont des nouveautés qui sont liées à des applications embarquées, qui sont les applications
corps de iOS. Et à la différence d'un Google, sur Android, ces applications ne savent évoluer que lorsqu'il y a un upgrade de l'OS. Et donc, généralement, c'est l'occasion de mettre l'accent sur des nouveautés qui sont vraiment... Alors, les nouveautés, parlons-en, sur l'application iMessage, on peut envoyer des autocollants animés, on peut faire bouger des trucs sur l'écran. Oui, oui, bon, voilà. Enfin, personnellement, moi, c'est pas des trucs qui m'ont vraiment apporté... je n'ai toujours pas vu de clavier swipe par défaut, je n'ai toujours pas vu un gestionnaire de fichiers, tout simplement sur iOS. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'envisager un système mobile où on est obligé de jailbreaker son appareil pour avoir un simple gestionnaire de fichiers? Oui. C'est quelque chose d'assez incompréhensible. Alors d'accord, Siri est beaucoup plus performant, Siri s'ouvre aux développeurs tiers, ça c'est bien, on va peut-être enfin pouvoir commencer à avoir des trucs assez intéressants au niveau interaction, bien qu'il y avait apparemment déjà des possibilités pour pouvoir commander des appareils hors de l'écosystème Apple avec Siri. Je pense notamment à Philips et à son système Hue, les ampoules. Oui. On pouvait dire à Siri allume la lumière quand on rentrait dans une pièce. Il y a un nouvel écran de verrouillage qu'on peut déverrouiller simplement en levant l'iPhone. Ok, désolé, mais bouger un téléphone pour déverrouiller, ça fait des années encore une fois que ça existe. Donc quelque part, plus on regarde la manière dont iOS évolue, plus on a l'impression que tout ce que Apple fait, c'est se mettre au niveau de ce que la concurrence fait, mais également de se mettre à niveau de ce que l'appareil offrait comme possibilité une fois qu'il était jailbreaké, oui, et que la communauté du jailbreak s'en était saisie. Oui. C'était un jeu du chat et de la souris, c'était une chasse perpétuelle entre Apple et les jailbreakers. Le jailbreak est devenu de plus en plus compliqué, Apple récupère de plus en plus d'idées qui avaient été lancées par la communauté du jailbreak pour l'implémenter en standard. La course est à bout de souffle, c'est un peu dommage. Donc pour iOS, oui, franchement, je n'ai pas été impressionné et honnêtement, ce n'est pas ça qui va me faire revenir vers le monde, vers un iPhone. Vers un iPhone, même si le SE, on en a déjà parlé ici, est une très belle machine, voilà. Même si on attendait quelque part, moi j'attendais aussi un peu de hardware de cette keynote, il n'y a rien eu du tout, ouais. Pas d'annonce sur les nouveaux MacBooks, ceux dont la rumeur dit qu'ils seront équipés avec une barre OLED, on en avait parlé la fois dernière, pas de rumeur sur un nouvel iPad, pas de rumeur sur une nouvelle Watch, pas de rumeur sur un nouvel iPhone, rien, c'est que dalle, c'est très plat. Est-ce qu'ils n'ont pas un petit peu recentré la keynote du WWDC justement vers le monde du développement, le software plutôt que le hardware, Sébastien? Ouais. Oui, ben, justement, c'est exactement ce que j'allais répondre à Marc. Alors, j'ai regardé la keynote, moi, en grande partie, et effectivement, je me suis un petit peu ennuyé, même en tant que développeur, mais il faut avouer que Apple, je pense qu'ils ont raison sur leur keynote ici, même si, voilà, nous, en tant que développeurs et dans le milieu tech, on ne trouve pas ça, ces évolutions exceptionnelles. Hein. C'est vrai que faire un swipe sur un texte pour le faire apparaître sur iMessage, voilà, hein, on va pas, nous, on n'a pas envie de changer, de mettre à jour un téléphone pour ça, quoi. Ça paraît stupide. Ouais. Mais dans toutes les autres annonces qu'ils ont faites, il y avait vraiment pas mal d'ouverture au niveau de leurs fonctionnalités vis-à-vis des développeurs, comme iMaps Maps, ou je ne sais même plus si c'est c'est Maps. Mm-hmm. Maps qui effectivement s'ouvre maintenant et permet des interactions avec les applications, ce qui n'était pas possible avant. Et donc tu as plein de petites ouvertures comme ça où en fait ils sont concentrés sur le public qui est censé être là, oui, sur le WWDC, parce que c'est effectivement le Apple Worldwide Developer Conference. Oui. C'est pas pour le end-user, c'est pas pour annoncer des produits, normalement c'est pour le développeur. Parce qu'on avait déjà dit, me semble-t-il, hein, je pense que c'était l'année passée ou l'année d'avant, où il y avait une sorte de dérive lors du WWDC, où on commençait à parler de produits, c'était vraiment une keynote marketing, et beaucoup moins développeurs à ce moment-là, et voilà, on revient peut-être à quelque chose de plus logique. Ici, c'est revenu en développeur, et puis je vais laisser Marc parce qu'il a encore plein de choses à dire sur la conférence, mais ici c'était vraiment orienté développeur, il y avait pas mal d'annonces développeurs, c'est des bêtas pour les développeurs, c'est des nouveaux SDK pour les développeurs, et c'est même de nouvelles applications pour apprendre à développer aux enfants, avec un genre de truc comme on jouait quand on était gosse avec une tortue, que si je me rappelle bien qu'on faisait avancer. Et bien c'est un peu le même genre ici, sauf que la tortue elle est en 3D, que c'est un peu joli et tout le bazar, mais c'est le même genre de principe, et c'est disponible. Alors moi je m'étrangle toujours, mais ça c'est une question de feeling par rapport à la marque, quand ils font toute la démo de cette application pour apprendre à développer avec Swift, et qu'après les mecs ils disent, et en plus
standing ovation parce que vous vous rendez pas compte, on offre cette application gratuitement. Ben oui, bon sang, c'est normal, c'est parce que tu essaies d'attirer les développeurs sur ta plateforme. Bien sûr. Donc il y a un petit jeu hypocrite là derrière. Enfin ça a toujours été, c'est Apple quoi. Ouais, c'est Apple et c'est de bon ton. C'est de bon ton peut-être. Moi ça me fait toujours avaler de travers parce que je trouve qu'on se moque un peu du public en disant ça, ce que les autres n'ont pas trop tendance à faire. C'est très américain en plus, donc comme comportement. Marc, effectivement, tu as encore des choses à nous dire? Oui, alors, bon, à côté de iOS 10, l'autre gros morceau de la conférence, c'était la mort annoncée de OS X et l'arrivée de macOS, puisqu'apparemment au niveau des appellations, on retourne au monde des origines. Bon, je dois dire qu'au niveau macOS, en tant que tech, il y a plus de choses qui m'ont intéressé. Le premier, c'est que Apple va passer à un tout nouveau système de fichiers. Ils balancent le système de fichiers HFS+, qu'ils avaient utilisé jusqu'à maintenant, pour passer à un truc développé totalement en maison, qui va s'appeler le APFS, qui veut dire Apple File System, tout bêtement. Ce sera un système hiérarchique, chiffré nativement, avec des protections logicielles dans tous les sens, un système de cloning, de versioning, voilà, ça va être apparemment le truc qui va unifier un petit peu toutes les plateformes côté client, côté serveur, etc. Donc, ça n'a pas été annoncé officiellement, mais c'était quand même un truc qui était relativement... qui surnageait pas mal dans les nouveautés. Alors, à côté de ça, l'autre grosse nouveauté, c'est l'arrivée de Siri sur desktop. Ça, c'est quelque chose qui est plus anecdotique parce que, bon, il y a certainement des gens qui vont se servir de ça, mais la technologie était là depuis un certain temps et elle était, on peut dire, mature sur smartphone et sur tablette. Il était donc logique que finalement, elle finisse par arriver. Maintenant, on a déjà parfois l'air con en parlant à son téléphone, on va peut-être avoir encore l'air plus con en parlant à son ordinateur. On se rappelle tous ordinateur, voilà, n'est-ce pas? Pour les parler à sa souris, oui. Voilà, exactement. Bah, les habitués de films de science-fiction reconnaîtront d'où ça vient. Mais donc voilà, principalement, Apple a mis en avant que ça pourrait être utilisé pour faire de la prise de notes vocales, pour faire de la recherche de fichiers, pour faire de l'ouverture aux développeurs tiers, etc. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'avec le succès relatif qu'on lui connaît, au niveau de l'intégration des commandes de voix sur desktop, Google avec Chrome OS a quand même 2 ans d'avance, ou Microsoft avec Windows 10 a pratiquement 1 an et demi d'avance, donc Apple a peut-être intérêt à mettre les bouchées doubles si les choses doivent évoluer rapidement. Autre chose qui a l'air sympa, c'est Continuity. Alors Continuity, c'est un truc qui avait été introduit dans une des dernières versions de OS X. C'est une fonctionnalité qui permettait de commencer quelque chose sur un appareil iOS et de le continuer sur Mac et puis de repasser sur iOS, etc. Ici, ils ont développé la chose en créant une espèce de presse-papier universel. Donc on peut surligner quelque chose sur son iPad, le récupérer sur son iPhone après, le récupérer sur son Mac, etc. Alors c'est très bien d'intégrer ça au niveau d'un OS, seulement encore une fois, ce n'est pas une nouveauté. On en parlait juste avant de commencer. Il y a une petite application qui s'appelle Pushbullet, qui existe sur Windows Phone, qui existe sur iOS, qui existe sur Android, qui existe sur Windows, qui existe sur Mac, et voilà, etc. Et qui permet de faire exactement la même chose et qui en plus permet de déporter les notifications sur n'importe quel appareil et qui le fait très bien. Et qui est cross-OS en plus. Et qui est cross-OS, totalement. Oui, parce que tout se fait en fait via le cloud. Tu nous mettras le lien dans le... Je vous mettrai le lien, absolument. C'est un truc que moi j'utilise en tout cas depuis un certain temps et ça a remplacé d'autres outils que j'employais, notamment pour récupérer les notifications de mes SMS ou les notifications de mon téléphone. Parce qu'il y a quand même un truc que je trouve c'est assez rigolo en même temps, c'est que souvent c'est Apple qui fait découvrir des applications qui étaient un petit peu pas underground, mais moi par exemple l'application de Bullet, de Press Bullet, ou je sais plus, c'est comment? Push Bullet. Pousse la balle. Oui, d'accord. Je la connaissais pas par exemple, et c'est à la faveur donc d'une keynote Apple que je découvre cette application. Donc quelque part ces keynotes ont encore un sens. Ça fait avancer le schmilblick. Non, mais de ce côté-là, c'est pas mal. Ceci dit, en guise de fermeture de cette parenthèse, c'est vrai que ce ne serait pas la première fois qu'Apple popularise une fonctionnalité qui par ailleurs existait, avait été produite déjà par quelqu'un d'autre, mais Apple arrive à le vendre, entre guillemets, à l'emballer de telle manière que ça devienne un incontournable, in fine. Donc ce ne serait pas la première fois, en tout cas.
Non. Et alors, bon, dernier truc, là c'est 2 news en même temps. La première, c'est l'arrivée d'une nouvelle version de tvOS. Donc pour l'Apple TV 4, ouais. L'Apple TV 3 n'est pas concerné, je pense. Donc l'Apple TV 4 qui va hériter d'un mode nuit. Magnifique, This is Revolution, plus évidemment une amélioration de la stabilité et des possibilités sur diverses autres applications, principalement au niveau du store, on s'en doute, c'est le truc qui reste encore à développer. Ouais. Une nouvelle version de WatchOS aussi, qui est censée améliorer énormément et drastiquement la vitesse de la bête, parce qu'encore aujourd'hui, c'est vrai qu'ouvrir une application, ça pouvait prendre un certain temps, voire un temps certain. Ici, il y aura un système de cache qui sera mis en place. Apple promet de pouvoir réduire le temps d'ouverture par 7. D'accord. Est-ce que ça va tenir avec le hardware actuel dans la montre? Est-ce que c'est un appel du pied pour des fonctionnalités qui seront plus facilement accessibles et plus mises en valeur dans la prochaine version de la Watch? Voilà. Sinon, un truc qui m'a fait hurler de rire et qui a déjà provoqué une levée de bouclier un peu partout, c'est la fameuse fonction de l'Apple Watch qui vous surveille votre activité physique, ouais. Et qui vous tripote, enfin qui vous tense un peu quand vous n'êtes pas assez actif. Ouais. Elle a été adaptée pour s'adapter aux personnes handicapées. Et là, elle ne vous dit plus bougez-vous, elle vous dit roulez. Oh non. C'est juste magnifique. C'est magnifique. Autant vous dire que bon, il y a des associations de personnes handicapées qui déjà, c'est horrible. À part ça, la montre pourra envoyer un SMS dans les pays du monde entier en se tapant directement sur le bon numéro. Voilà, bon. Ok, bon. Comme d'habitude, This is a Revolution, évidemment, tout le monde est content, etc. Moi, le seul truc qui me chipote un peu dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées et on parle quand même d'une mise en disponibilité dans à peu près 6 mois. Oui. C'est loin, puisqu'ici on parle en fait que ça pourrait arriver au milieu de l'automne. Mais une fois de plus, retour à ce qu'on disait là tantôt, les keynotes de développeurs, ça a toujours été avec des délais relativement longs parce qu'il faut développer. Derrière, il faut que des mecs... Oui, ce qui laisse à penser qu'en fait tout ce qui a été montré ici, c'est du pré-alpha. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est normal. C'est normal. La liste de bugs déjà rencontrés par les utilisateurs des bêtas d'iOS 10 confirme que c'est de la pré-alpha. Oui, mais c'est normal. Tu peux pas sortir un iOS 10 en demandant d'avoir plein d'applications qui supportent un certain nombre de fonctionnalités sans d'abord avoir un parc de développeurs. Ouais. Parce que c'est bien un parc chez eux, c'est des centaines de milliers de développeurs qui connaissent ces fonctionnalités bien avant Monsieur Tout-le-Monde et qui peuvent adapter leurs applications pour. Okay. Alors le problème, c'est qu'effectivement maintenant Apple a un tellement grand nombre de développeurs que pour pouvoir toucher tout le monde, pour que ce soit fonctionnel sur iOS 10, à peu près tout le monde sait ce qui va se passer sur iOS 10 avant le lancement, donc ça leur casse un petit peu leur truc. Ceci dit, si on prend le côté chez Google par exemple, au moment de la Google I.O., là il n'y a même rien d'accessible du tout. C'est-à-dire ça s'adresse à la même cible, hein, aussi à des développeurs, etc. Oui, sauf qu'à la Google I.O., généralement dans les 48 heures, tu as les premières builds qui sont mises à disposition. Ouais, et généralement, historiquement, elles sont plus stables, parce que dis-toi que sur les 3 dernières versions d'iOS, quand on parle même pas des Golden Master, on parle vraiment des versions release. Oui. Il a fallu chaque fois 3 ou 4 versions. On parle de la 9, la 9.01, la 9.02, la 9, avant que le truc devienne stable et utilisable au quotidien. C'est peut-être plus le cas chez Microsoft en l'occurrence avec leur build, où ils ont déjà des choses qui sont plus abouties, on va dire, en main et à proposer aux développeurs. Oui. Même Google aussi en général, et c'est vrai que ils ont des trucs qui sont plus aboutis au niveau des développeurs, mais Google est plus morcelé dans son approche du marché. Il a pas cette unification que fait Apple en ayant cette volonté de pouvoir avoir ton expérience sur tous tes devices. Oui. Et puis les thématiques sont souvent très variables aussi chez Google, d'une année sur l'autre, c'est des fois... Oui, parce qu'ils créent plein de projets et ils en tuent tout autant, donc ça c'est vraiment la philosophie de la boîte est très différente. Par contre, Apple a récupéré, et ça c'est quelque chose que Marc a passé ici sous silence, que j'avais quand même apprécié sur la WDC, mais c'est une bêtise, hein, mais c'est le fait de pouvoir cacher certaines applications sur ton iOS. Et en fait, parce que ça t'embête de les avoir, et pourquoi et comment ça arrive sur iOS, simplement parce que Apple a récupéré le principe de Google, qui est le fait d'avoir ces applications système qui ne soient plus dans le système, mais qui soient sur l'App Store.
Et donc iTunes, par exemple, maintenant n'est plus, il y en a d'autres, mais n'est plus dans le système, mais il est sur l'App Store, et donc tu peux faire une mise à jour d'iTunes sans devoir te faire te casser la tête à sortir un nouvel iOS. Oui. Ce qui est une connerie sans nom que de bloquer toutes les applications en même temps que l'OS. Oui. Il n'y a que sur les premières versions d'Android qu'on avait ça, et sur iOS encore, jusqu'à l'iOS 9. Ok, on pourrait peut-être revenir quelques instants sur macOS, Marc, puisque à la faveur de la sortie de ce nouvel OS, on va dire ça comme ça, Apple a décidé définitivement de tuer Flash, sur le coup. Oui, et pas que Flash en fait. Enfin, tuer, oui. Il va vraiment pousser à mort pour ne plus accepter Flash, même si ce ne sera pas définitif. Simplement, Safari, sur le nouveau macOS, va bloquer par défaut les plugins Flash, Silverlight, Java et étonnamment QuickTime. Qui est la technologie maison. Et donc, en fait, le mouvement ici est vraiment de favoriser le plus possible la lecture de vidéos et le contenu multimédia via HTML5, donc vraiment de manière native. Il y aura moyen de réactiver au cas par cas et à la demande, mais apparemment, d'après ce que j'ai compris, ça devrait être à chaque fois les plugins qui sont nécessaires pour lire telle ou telle vidéo. Ouais. Mais c'est clair que ça va probablement pousser le peu de morceaux de corps de Flash qui restaient encore hors du cercueil. Voilà, on va lui mettre le bras qui pendait, on va le fermer avec les clous et tout. À mon avis, cette fois-ci, c'est la fin. Pourtant, des morceaux, des petits bouts de Flash, il y en a encore qui circulent. C'est encore le cas sur Facebook. On en avait parlé avec Sébastien. Oui, mais on a encore l'occasion de vous parler de beaucoup de Flash dans ce numéro ben voilà. Dans la suite. Donc, on en reparlera. On en reparlera. Exactement. Okay. Bon, ben voilà. Est-ce qu'on peut refermer le chapitre Apple et WWDC pour voilà. On peut pour l'instant. On a essayé comme toujours, les technos sont franco. Voilà. On est belge. Et en plus, oui, non, c'est vrai. Mais si vous avez une autre opinion, n'hésitez pas à la partager avec nous, gentiment. On va pas se prendre la tête non plus. On n'est pas des supporters des foot non plus. Hein. On n'est pas des sauvages quand même. Voilà. Je disais exactement la même chose. B, la lettre B comme Bluetooth. Tiens. On parle de Bluetooth dans les technos. Pourquoi ? Parce que Bluetooth 5 est dans les starting blocks, Marc. Ouais, exactement. Et en fait, le consortium qui est chargé du développement de la norme est en train de mettre la main finale aux spécifications de ce qui va devenir le Bluetooth 5. Et ça apporte quand même pas mal de petits trucs intéressants. Alors, pour rappel, les normes les plus avancées aujourd'hui, c'est Bluetooth 4.2, si je ne me trompe pas. Bluetooth 4.2 permet de faire de la transmission à une grosse centaine de mètres. On parle ici principalement de la norme LE, donc la norme Bluetooth Low Energy, et qui carbure, on va dire, aux alentours des 1 mégabit et demi par seconde. Donc, pas question de concurrencer le Wi-Fi ou quoi que ce soit. Mais, malgré ça, la version 5 du protocole devrait arriver, donc les spécifications de la version 5 devraient être finalisées cette année-ci. Les premières puces implémentant la technologie devraient probablement arriver en prototype fin de l'année, en production début de l'année prochaine. Mais l'avancée principale, c'est que le Bluetooth Special Interest Group, donc le fameux organisme qui chapeaute tout ça, affirme avoir quadruplé la vitesse. Donc on passe de 1,5 à 4, voire 6 mégabits, et doubler la portée. Donc disons que là, ça devient franchement un truc intéressant. Tout ça sans grever d'un iota la consommation, si pas en l'améliorant dans certains aspects. Et donc, ça permet de déployer encore plus de ces petits appareils qu'on appelle de s'y compose aujourd'hui le Internet of Things, l'Internet des objets, et de les rendre plus efficaces, encore plus communicants et encore plus concentrés. Voilà. Donc ça va dans le sens de l'évolution, quoi. Ça va dans le sens de l'évolution, mais on n'en parle pas assez souvent, je trouve. D'accord. Eh ben, tu as rattrapé le coup. Voilà. Il n'y a rien d'autre à en dire. Bien sûr. On ne va pas non plus rester là-dessus pendant des heures. On va passer à autre chose. Comme par exemple, à B comme business, si je ne dis pas de bêtises. Après B comme Bluetooth. Le mot que cherchait Marc pour le Bitonio Internet of Things, c'était des beacons comme voilà, B. merci. D'accord. Avec plaisir. Donc Seb, on parle de B comme business avec toi et on reparle de Dropbox qui n'ira pas en bourse finalement. Pourtant, on en avait parlé.
Oui, donc Drew Houston, le patron de Dropbox, a fait une conférence pendant le truc Bloomberg Technology machin à San Francisco et il dit qu'il n'aura pas besoin de faire une IPO parce que les bourses sont pleines. Non, en fait, pour lui. Voilà, ces bourses sont pleines de Dropbox. Et donc c'est vrai que ces derniers mois, on a quand même un petit peu stressé sur la bonne santé financière de la société en disant qu'ils allaient prendre un mur. Donc il a voulu quand même remettre un peu les points sur les i en disant que, bon voilà, il y a 2 ans, ils ont eu une levée de fonds assez importante par Sequoia, je pense, et Benchmark. Et alors, non seulement ils ont toujours des fonds, mais en plus, ils font de l'argent. Donc ils sont 500 millions d'utilisateurs et 150 000 entreprises qui payent, et avec ça ils disent ben voilà, on fait de l'argent. Alors c'est vrai qu'on a dépensé pour acheter des trucs qu'on a tués, hein, comme Mailbox, comme Carousel, etc. Ouais. Mais on fait de l'argent et on se concentre sur le produit et sur la croissance, parce que sur 150 000 personnes payantes sur 500 millions d'utilisateurs, bon ben voilà, il y a encore de la croissance. Ah oui, oui. L'équilibre est encore là, quoi. Voilà, et ils peuvent encore largement faire du pognon. Donc voilà, c'était juste pour dire Houston, il n'y a pas de problème. Ok, ça va. Du côté de la lettre B comme business toujours, Cocorico, même si c'est une expression française, on tient à le dire aussi, Cocorico en général, c'est les Français qui disent Cocorico, voilà. Mais on le dit aussi en Belgique, voilà. Une boîte belge qui fait une levée de fonds, 28 millions de dollars, c'est ça ? Oui, alors c'est Oreo Technologies. Mais c'est pas les Oreo, les trucs à bouffer. Non. C'est Oro. Non. Moi, je connaissais les trucs à bouffer. Oro, je veux dire que c'est pas mon domaine. Si, c'est connu. Oui, je me doute. Ils ont chopé 28 millions de dollars et c'est des Belges. Mais voilà, j'avoue que c'est pas du tout mon domaine en tant que développeur. Mais une boîte belge qui va réussir à chercher 28 millions chez les petits Chinois en échange de seulement 20% de leur petite part, ouais. Je trouve que c'est exceptionnel. Ça vaut la peine de ressortir la news. Et alors, qu'est-ce qu'ils font ? Les gars, ils font technologie, tout ce qui est son, 3D, au moins pour cinéma. Ils font certainement plein d'autres trucs. Mais si je regardais dans les trucs de cinéma, eh bien, leur techno, elle était dans plein de films connus comme Warcraft, Kung Fu Panda, etc. Et alors, vous avez peut-être une très bonne idée de ce qu'ils font. Hein. Moi, pas. Très étrangement. Si, Oro, ils font tout ce qui est modélisation de champs sonores, en fait. Ils ont tout un ensemble de technologies qui est basé sur la modélisation des champs sonores et qui permettent justement de mettre en place les sons dans l'espace de manière extrêmement précise. Voilà. Voilà. Et donc, effectivement, ils ont des outils qu'on peut acheter sur leur site web en tant que je suppose ingénieur du son. Sous forme de plugins, sans doute. Oui, exactement. C'est ça, des plugins AAX. Ouais. C'est très spécifique. Hein. Enfin, des gens qui font du son, il y en a beaucoup, hein, même en amateur ou semi-amateur. Par contre, des gens qui font du 5.1 ou du 7.1 en amateur, il y en a quand même beaucoup moins. Ouais. Et donc, du coup, c'est moins connu aussi du grand public. C'est beaucoup plus utilisé en cinéma. C'est pas très cher pourtant, hein, leurs outils. C'est du software. Il faut voir à quoi ça sert. Et dans quel cas c'est utilisé, etc. La licence, c'est 495 € pour leur truc d'autoring et 595 pour leur truc plugin mixage et compagnie. Donc, tu vois, les outils à 400-500 €. Il y a une clientèle pour ce genre de produits, pas que des professionnels, soyons clairs. Mais bon, voilà, chacun a un petit peu ses habitudes. Moi, elles ne sont pas de ce côté-là, mais ça fait longtemps que je ne fais plus beaucoup de son. Donc, moi, personnellement, je ne connaissais pas. Voilà, j'avoue mon incompétence dans le domaine pour le coup. Mais c'est une bonne nouvelle que cette boîte fasse une telle levée de fonds. Ça va leur permettre certainement de se développer encore plus. Tu voulais rajouter un truc ? Oui, franchement, vu déjà le nombre de films qui utilisent leur techno et le nombre de trucs, je pense qu'ils ont déjà un grand pied à Hollywood. Hein, voilà. Il n'y a plus qu'à voir. Cocorico, c'est étrange que des boîtes aussi valorisées ne soient pas autant connues en Belgique. Oui, c'est vrai. Parce que 28 millions x 5, ça fait quand même déjà plus de
En même temps, c'est sur 140 millions. Hein, c'est un produit de niche aussi, hein, donc c'est un petit peu... Un produit de niche à 140 millions de dollars. Ah oui, il y en a. Il y en a plein. Je pourrais citer plein de marques qui sont super connues dans un domaine spécifique et que tu connais absolument pas et que tu n'approcheras même jamais de ta vie. Donc ça me paraît assez normal. Pendant que Marc est en train de monter ses meubles. Voilà, c'est ses oreilles. Désolé, mon casque me grattait. Il démonte ses oreilles. On passe à la lettre F. Tiens, F comme Facebook. Et on va repasser la parole justement à Marc, qui a bien remonté ses oreilles. Facebook permet les vidéos en commentaire maintenant. C'est vrai que la vidéo s'installe de plus en plus dans Facebook. Hein. Oui, effectivement, après l'arrivée de les premières vidéos 3D qu'on a tous vu passer, notamment avec le fameux Q&A live session de Marc hier, avant-hier, je sais plus, où effectivement c'était en 3D, machin et tout, enfin en 360. Voilà. Maintenant, on peut officiellement, alors on pouvait déjà évidemment mettre une vidéo en commentaire en tapant le lien d'une vidéo YouTube, Dailymotion et trucs comme ça. Maintenant, par contre, on peut directement enregistrer une vidéo à partir de son smartphone, à partir de sa webcam, et la poster en commentaire pour un peu dynamiser les choses. Voilà, grosso modo, c'est tout. Ben oui, mais c'est important de le signaler parce que c'est vraiment, ils ont mis la vidéo, je vais pas dire au centre de leur développement chez Facebook, mais on sent qu'ils ont vraiment envie d'aller sur les terres de YouTube en l'occurrence, hein, mais pas uniquement, on est d'accord. Mais pas seulement YouTube, hein, ils visent aussi Twitter, ils visent aussi Snapchat, ils visent aussi toutes ces plateformes qui aujourd'hui mettent la vidéo en avant. Facebook devait faire la même chose, c'était juste une question de temps. Oui, sans doute aussi, oui. Seb ? Ouais, moi je suis pas aussi positif que ça parce que vous avez déjà essayé de poster une vidéo sur Facebook, vous ? Ah oui, moi j'en ai déjà. On le fait régulièrement avec les technos. Hein. Ouais, mais avec ton téléphone ? Avec mon téléphone, oui, j'ai fait du Facebook Live avec mon téléphone. Ouais, mais en dehors de Facebook Live, non ? Parce que essaye de poster une vidéo sur ta home avec l'application sur Android. Les gars, il faut qu'ils recommencent à utiliser des Android chez Facebook, hein, parce que c'est dramatique. Tu dois enregistrer ta vidéo avec ton appareil photo, et c'est seulement après que tu peux aller dans Facebook rechercher ta vidéo. En tant que fichier. Tu peux pas le faire en tant que fichier, tu peux pas le faire au sein de l'application. Et pareil pour la réponse. Donc, je trouve que, alors qu'ils veulent que tu restes dans l'application, un truc aussi couillon que d'enregistrer la vidéo, tu dois sortir de l'application. Bah non, quoi. Mais je pense aussi qu'ils poussent à faire du live. Parce que faire du live, c'est aussi installer une vidéo sur la page. Donc ça revient au même, sauf que tu peux pas la soigner, ta vidéo, du coup. Moi, je suis pas certain que ce soit volontaire, mais plutôt qu'effectivement, les gars, sans doute aussi, ils sont un rush en fonctionnalité, et au final, question UI, ils sont, enfin, je suis désolé, ils sont moyennement bons, voire pas bons. L'équipe de Messenger, en général, elle est pas mal, mais le reste, au niveau de l'application et du site, ça reste un des réseaux sociaux qui a une des plus moches interfaces, quoi. Ouais. Mais c'est pas pour ça que les gens l'aiment. Ben non. Donc, heureusement. Ça changera pas grand-chose, à mon avis. Ça, c'est clair. Mais justement, puisqu'on en est à la lettre F comme Facebook, tu as des choses à dire aussi en ce qui concerne Messenger, puisque tu vas nous parler du retour, de la revanche, du SMS. Voilà, c'est la fonctionnalité que personne n'avait aimée. Ça a fait la grosse levée de bouclier il y a au moins déjà au tout début de Messenger. Et donc quand tout le monde avait gueulé en disant non, on vient pas m'emmerder avec mes SMS Messenger. On avait même eu à l'époque des communiqués de la police fédérale en Belgique qui disaient faut pas installer Facebook parce que ça va lire vos SMS. Oui. Et donc la police ne pouvait pas installer sur ses téléphones les Messenger et compagnie, parce que voilà, on ne sait jamais, les SMS c'était confidentiel. Donc à cette époque, Facebook avait vu le peu d'utilisation de la fonctionnalité SMS dans Messenger, avait complètement scrappé le truc, et ils sont revenus à la charge cette fois-ci, donc avec un moment où vous allez le lancer, si ce n'est pas déjà fait, ces prochains jours, vous allez avoir une petite notification en vous disant tiens, c'est nouveau, vous pouvez intégrer les SMS directement dans Messenger, et alors ça va être une communication, enfin une discussion comme si c'était quelqu'un sur Facebook, sauf que là ce sera avec un numéro de téléphone, mais vous aurez le même genre de fonctionnalité, c'est-à-dire la petite bulle, le petit machin, et même la possibilité de
de partager des sons et des smileys. Alors, ne me demande pas comment ils arrivent de l'autre côté, parce que si de l'autre côté, effectivement, il n'a pas l'application Messenger, bah, ça va être très compliqué pour lui de recevoir le son. Ou alors il va avoir un lien vers, probablement vers un fichier à télécharger. Ce qui va être très amusant. Alors, pour ceux qui ne savent pas, donc sur Android, c'est assez facile. On peut utiliser d'autres applications que l'application officielle de Google pour les SMS. Ici, ça va vous le proposer la première fois que vous allez lancer Messenger, mais sinon, vous allez simplement dans le menu d'Android. Et il y a plein d'autres applications que celle-là pour gérer vos SMS. Hein. Celle de Google était excellente. En dehors d'Android, hein, il y avait Hangout, moi je trouve qu'elle était excellente pour les discussions. Voilà. Et ils l'ont aussi scrappé. Donc voilà, c'est reparti avec le SMS. Moi, je suis pas spécialement chaud, mais cette fois-ci, ils n'ont pas l'air d'avoir une grosse levée de bouclier. On parlait de vidéo, Sébastien, de vidéo en live aussi. Tu as eu l'occasion d'un petit peu tester Facebook Live. On l'avait fait ici nous-mêmes en studio avant un enregistrement avec Marc et Xavier. Je vous renvoie à notre page Facebook. Hein, vous retrouverez cette vidéo sans aucune difficulté. C'était un test, c'était un rapide. Hein, ce qu'on avait fait, c'était juste pour montrer que ça fonctionnait. La fonctionnalité avait été ouverte le jour même, donc on s'est un petit peu amusé avec ça. Toi, tu as eu l'occasion aussi de ton côté. Oui, mais moi je l'ai testé en tant que voyeur. Télévoyeur, monsieur. Oui. J'ai fait zioteur. Et donc, c'est là que de nouveau, même si j'utilisais énormément Facebook, je me suis étranglé un petit peu parce que je me dis, bon, ok, c'est vrai, tout le monde a parlé du live à un certain moment, je vais prendre 1 heure et je vais regarder ce que c'est ce truc. Et donc je trouve déjà difficilement le bouton sur mon navigateur, hein, Marc de même, je pense qu'il m'a demandé tout à l'heure, mais il est où ce truc bordel? Juste, je cite. J'ai pas dit bordel, j'ai dit pire. Moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Moi je suis tombé tout à fait par hasard sur une map monde sur lequel étaient repris les différents lives qui étaient en cours. Ça c'est l'application effectivement, voilà. Et donc faut le trouver, c'est à gauche dans les applications, il y a un truc live. Je l'ai jamais retrouvé. Voilà. Franchement, si tu pouvais le cacher un petit peu plus loin encore, ce serait vraiment utile et je suis sûr que ça donnerait du succès. Et donc une fois que vous avez réussi à trouver ce fameux bouton, vous te retrouvez avec une map monde et qui te demande d'activer Flash. Je dis bah non, on va chier, j'ai pas Flash. Je suis désolé, hein, mais et donc je me dis pas grave, comme il voit que j'ai pas Flash, je vais avoir de l'HTML5. Non. T'as pas Flash, t'as pas Facebook Live. Donc effectivement, ça pose un petit problème parce que sur des plateformes à grand public quand même, Flash, c'est bientôt mort, hein, on l'a dit. Donc les gars, il va quand même falloir sérieusement se mettre à l'HTML5, Facebook, je sais pas, je peux vous envoyer un livre si vous voulez. Je trouve ça dommage quand même qu'une techno qui arrive en 2016, toute nouvelle sur une plateforme aussi grande, nécessite l'utilisation de Flash. Donc ça bloque quand même un petit peu. Et ça c'est juste pour la map monde, enfin c'est juste pour la carte du monde. C'est pour la map monde, mais alors essaye sur ton téléphone, Android en tout cas, hein, peut-être que sur iPhone, j'ai pas pu tester sur iPhone, il y a une solution, mais sur Android, essaye de faire fonctionner cette fonctionnalité, c'est-à-dire si tu veux diffuser, pas de problème. Si tu veux voir le flux d'un ami ou quelqu'un que tu suis, il y a pas de problème, tu vas recevoir une notif. Ce qui est souvent le cas, hein, c'est plutôt des pages auxquelles on est abonné, etc. Si tu veux te promener un petit peu et dire bon, aujourd'hui j'ai envie d'aller. Eh ben c'est pas possible sur ton téléphone, c'est cuit, il n'y a rien, c'est mort. Donc tu as un peu l'impression que ça a été sorti à la va-vite, tiens, on balance un truc et on va voir ce que ça donne avant de éventuellement peut-être l'intégrer dans la plateforme. Enfin, j'espère qu'ils vont aller beaucoup plus loin parce que sinon dans l'utilisation actuelle, c'est inutilisable. J'ai eu exactement la même impression que toi. J'ai l'impression que ça a été rajouté pour dire tiens, si jamais les gens sont abonnés à des pages qui ne font pas de vidéos, etc., ils pourront quand même aller goûter aux produits et peut-être par là même s'abonner à des pages qui, elles, font régulièrement des vidéos et autres. Mais ça a été fait un petit peu bricolo, comme tu dis, à la va-vite. Et puis voilà. Mais ils n'ont pas été au bout de l'idée, à mon avis. Ça s'est arrêté à un moment donné. Et puis voilà. Parce qu'il y a une vraie carte, enfin, sur l'idée de la monde avec les différents lives qui se produisent, etc. Il y a une vraie carte à jouer, hein, parce que ça, aucun autre service de live stream ne le propose actuellement. C'est ça qui est fou. Je trouve. La carte, le principe de la carte, fondamentalement, c'est génial. Parce qu'effectivement, tu vois les petits trucs qui apparaissent, mais malheureusement, qui 10 secondes après ont disparu. Parce qu'il y en a tellement qui s'ouvrent que probablement ils se disent je vais pas t'en mettre trop. Sauf que tu zoomes, hein, je prends la Belgique en l'occurrence, tu en as 3 qui se sont allumés.
ils ont disparu, et puis ils ne t'en montrent plus aucun. Donc tu regardes ça en soirée en Belgique, et bien tu as juste 2 pélos qui utilisent Facebook Live. Ouais. Mais je me dis que c'est pas possible, il y en a plein d'autres qui l'utilisent. Sauf que, ben voilà, ils sont apparus au moment où ils se sont lancés, ou à certains moments quand quelqu'un les rajoute. Oui, et puis les gens qui font des lives ils font des lives de très très courte durée, et bien souvent ils sont arrêtés avant même d'avoir pu être affichés. La moyenne, à mon avis, des vidéos qui sont créées sur Facebook Live, c'est assez court, par les particuliers. C'est ça allait être ma dernière critique, parce que j'ai passé un peu de temps à regarder après ce que les gens diffusaient là-dessus. Ah oui, ça c'est autre chose. Oui. Et là, je veux dire, c'est assez dramatique. J'ai l'impression de me retrouver dans une chaîne télévision pour viser je vais même pas dire la ménagère de plus de 50 ans, parce qu'ici c'est vraiment Kekoulol. 9 vidéos sur 10 que j'ai vu, c'est le love story ou des trucs comme ça. Donc les mecs dans leur chambre en train de raconter leur vie, et t'as 40 personnes qui les écoutent pour raconter leur journée. Je sais pas si c'était un problème de génération, mais après 1 heure, c'est bon, c'était saturé, quoi. Ouais. Alors t'as quelques trucs intéressants par-ci par-là à regarder, t'as des gens qui diffusent des conférences, t'as des gens qui diffusent des matchs de foot, t'as de tout. Alors tu sais beaucoup t'amuser, c'est quand tu vas dans les pays asiatiques. Ouais. Je veux dire que dans les pays asiatiques, j'ai eu 2-3 spectacles, et donc alors je suis arrivé au Japon, et là au Japon, il y a des webcams qui sont vraiment à mourir de rire, des mecs déguisés, des trucs incroyables, quoi. Comme seuls les Japonais peuvent faire, parce que les Japonais n'ont aucune estime d'eux. ou alors un sens de la dérision extrême. Extrême. Et donc vous retrouvez des trucs sur les webcams des Japonais qui sont à se pisser dessus de rire. Okay. Franchement, je pense que c'est le pays qui était le plus amusant. Le reste est vraiment dramatique de banalité. Il a essayé Facebook Live. C'était Sébastien. Merci beaucoup. Je suis frustré. Je suis en train de regarder les webcams japonais. Il n'y en a pas une seule d'active. Ah ben voilà, mais c'est peut-être ce créneau horaire qui est pas bon. Oui, là, non. Voilà. Allez, on accélère un tout petit peu, les garçons, parce que là, on est un petit peu à la bourre. On passe à la lettre G comme Google. Sébastien, encore toi, pour parler de la Moto 360 V1 qui ne recevra pas Wear 2.0. L'évolution de... On vous en avait parlé. Oui, tout à fait. Wear 2.0 qui avait l'air super et qui même peut-être allait réussir à convaincre Marc de remettre une montre Android et plus sa montre Apple. Il a toujours sa montre Apple, Marc ? Elle est vendue depuis longtemps. Il l'a vendue... Ah putain, il n'a même plus de montre. Vendu. Et donc... voilà, la première 360 ne recevra pas, c'est officiel de la part de Motorola, il ne recevra pas la mise à jour. Pourquoi ? Parce qu'ils disent c'est du trop vieux matériel, c'est plus possible, on va faire la mise à jour de sécurité, mais c'est tout. Donc voilà, la news aurait pu s'arrêter là. Moi, ce que je trouve juste amusant, c'est que il y a un peu plus de 2 ans, on n'avait pas de montre connecté avec tous ces bitoniaux dessus et tout le bazar, et donc on a acheté une montre pour 20 ans, et maintenant une montre que tu as achetée en 2014, elle est obsolète. Oui, c'est ça. Je trouve ça... C'est pas très positif en même temps comme constatation. Non, mais c'est exceptionnel. Tu achètes une montre pour 2 ans. Oui, tout à fait. Avant même d'avoir eu le temps de la revendre, hein, Marc. Tout à fait. C'est dommage. Sébastien, on termine avec la lettre G comme Google. Tu vas nous reparler de Swifi, c'est ça ça suffit maintenant, Swifi. C'est quoi encore Swifi ? Swifi, c'est pas pour nettoyer ton bureau, non. Mais ça pourrait. Et ça, quand ça le nettoie, ça essaye de transformer tout ce qui est Flash en HTML. D'accord. C'était un truc de chez Google. Oui. Et donc les petits gars ont annoncé que Swifi c'est fini. Et qu'au 1er juillet, ils vont non seulement arrêter de proposer l'outil, mais donc arrêter de le développer, mais arrêter de proposer la conversion aussi. Donc tu ne pourras plus te reprendre ton vieux Flash que tu n'es plus visible sur aucun navigateur et le transformer en HTML5. Je trouve que pourtant c'était le bon moment, parce que Flash a crevé. Mais non, ils ne veulent plus le faire. Ils disent que voilà, c'est enterré, ça suffit, c'est trop vieux pour eux. Et de toute façon, si tu veux quand même récupérer du Flash, tu as qu'à utiliser Shumway de Mozilla, Shumway dont on avait parlé d'ailleurs, et je vous renvoie ça dans un hors-série spécial logiciel libre, qui est un lecteur de Flash en full JavaScript de la part de chez Mozilla, donc il y a moyen de toujours intégrer du Flash, mais avec du JS.
Et voilà. Et donc pour tout ce qui est Flash, Google a annoncé que c'était vraiment la mort de son côté au niveau de la publicité aussi. Ouais. À partir du 30 juin, c'était fini dans DoubleClick. Donc tout le réseau pub. Ça fait un moment qu'il avait annoncé ça. Hein. Ouais. Ben donc maintenant, dans 10 jours, c'est fini, on ne pourra plus en uploader, et à partir de janvier, on ne pourra même plus les afficher. Donc si tu l'avais uploadé, c'est fini, ta pub disparaît au 2 janvier, il n'y a plus de flash sur Google. D'accord, ben voilà, c'est comme ça, c'est fait aussi de ce côté. Marc, on passe à la lettre I comme Intel. Intel qui tue finalement aussi, je dis aussi parce qu'on avait déjà parlé de cette mort annoncée des processeurs Atom. Là, il s'agit des Atom serveurs, Marc. Ouais, Intel continue à se débarrasser de ses activités les moins rentables. C'est un peu normal pour l'instant, c'est la crise pour tout le monde. Et après avoir mis sous le paillasson ce qui restait de son architecture Atom côté client, il s'apprête à faire la même chose côté serveur. Et en fait, la décision est plus ou moins logique, puisque aujourd'hui il y a eu une forte évolution côté serveur sur les puces Xeon, qui sont le flagship de la marque, qui consomment de moins en moins d'énergie tout en offrant un rapport énergie-puissance de plus en plus élevé. Et donc il n'y a plus beaucoup de futur aujourd'hui pour les puces serveurs avec une architecture ARM, et donc ça n'a tout à fait que du sens que Intel se décide à clôturer complètement cette partie de son existence. Effectivement, toutes les choses, toutes même les bonnes, ont une fin. Ouais. Sauf les saucisses qui en ont deux. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire ? J'ai juste une question pour la précision. Tu parlais de puces ARM, les Atom, c'était quand même des x86 comme les autres, quoi. Oui, d'accord, mais après... l'Atom est une évolution naturelle de l'ARM historique, avec un jeu d'instructions x86. Voilà, merci pour la précision. Il n'y a pas de quoi. N'hésite pas à poser des questions quand tu as besoin. On passe à la lettre M comme Microsoft, Sébastien. Et je pense que tous nos auditeurs se disent, mais quand est-ce qu'ils vont se décider à en parler ? Parce que c'est un peu la news business partout, hein. de la semaine. Et c'est des choses que tout le monde sait ce que c'est. C'est l'acquisition de LinkedIn par Microsoft à coût de 26,2 milliards de dollars. Plus grosse acquisition en ce qui concerne ce type de produit. Hein. Ah, c'est pas mal, hein. Mais je ne veux pas réellement vous parler de l'acquisition, parce qu'après tout, je pense que tous les médias en ont tellement parlé que... Il y a eu très bons articles d'ailleurs sur le sujet, sur les raisons de l'acquisition. Je vous renvoie à echo.be, le site du journal Echo, mais le Echo belge. Ils ont fait un très très bon article de fond sur les raisons profondes de rachat par Microsoft. Bah c'est rare qu'effectivement on ait quelque chose d'aussi énorme dans l'industrie, donc toute la presse généraliste s'en fait écho. Donc moi je voulais juste faire deux petits points. Le premier qui était un peu une boutade, parce que quelques heures seulement après le rachat de LinkedIn par Microsoft, eh bien LinkedIn est tombé en panne. Et donc ils se sont fait un petit peu incendier sur Twitter, mais gentiment, en disant voilà ce que ça fait d'être racheté par Microsoft. C'est le premier effet qui se coule. Hein, il s'était passé la même chose avec Skype. Hein. Voilà. Si je me rappelle bien. C'est vraiment la school moon. Mais par contre, effectivement, le fait d'avoir une panne pour LinkedIn, c'est extrêmement rare. Hein. Facebook, les pannes, on ne les compte plus. Même si ces derniers temps, je trouve qu'ils sont un peu plus stables, mais c'est vrai qu'il y a quand même énormément de pannes. Twitter, il y a énormément de pannes. LinkedIn, il y a eu la dernière panne était en 2014. Donc plus de 2 ans sans la moindre interruption. C'est vrai que c'est à noter aussi la qualité de leur service. Donc voilà, ici c'était la bonne blague. LinkedIn n'est pas fréquenté de la même manière que Twitter ou Facebook. Hein. Même s'il y a beaucoup de membres, c'est pas le même type de consommation, on va dire. Que Twitter, je dirais pas qu'il a moins de trafic que Twitter, loin de là. Du trafic, je sais pas, mais on publie moins sur LinkedIn que sur Twitter. Quand je vois les flux LinkedIn... ça dépend avec qui ça dépend qui tu suis, avec qui tu es. Ça débite. Hein, ça débite, ouais. Bah oui. T'as une communauté autour de toi qui est proactive, probablement. Mais c'est pas le cas partout. Et en termes de masse de données,
LinkedIn en a beaucoup plus parce que non seulement ils gèrent tous les liens, mais ils ont du contenu, les entreprises, les référents, le fait de dire que t'aimes bien, que tu sais faire telle et telle techno. Ouais. Donc ils ont beaucoup de trucs et ils ont un truc relativement stable. Et une API très ouverte aussi. Non, en fait, non. Ils ont fort fermé ces dernières années, bien malheureusement. C'était le cas avant, en tout cas. C'était le cas avant, et comme Twitter aussi, et puis Twitter a aussi vachement trop fermé. Ils sont un peu mauvais avec leurs développeurs. Mais LinkedIn est plus ouvert que Twitter, ça c'est certain. Par contre, oui, si on revient sur le rachat, je n'ai pas tergiversé pendant 2 heures. C'est excellent pour Microsoft, comme d'habitude, comme on l'a dit depuis longtemps. Ici, plutôt que de s'emmerder comme l'a fait 10 fois Google à essayer de lancer son réseau social, oui. Microsoft, lui, il s'est dit, attends, qu'est-ce que j'ai des beaux ouf, il y a un truc qui fonctionne, je l'achète, et en plus, c'est vers du client business, donc c'est vraiment pile poil. C'est du CRM, comme on dit. Donc c'est vraiment excellent avec tous les produits que fait Microsoft, donc voilà, c'était le réseau social pour Microsoft. C'est cher quand même, hein. C'est cher, mais... Voilà. Mais c'est un réseau social qui fait de l'argent. Hein. Bien sûr. Ils sont bénéficiaires et ils tirent leur argent. C'est le seul, non pas de la publicité, ils en font un petit peu de publicité, mais de leurs membres. Hein. Oui, donc, tout à fait. Les membres payent pour certaines fonctionnalités et c'est pas trivial ce qu'ils font comme revenu avec ça. Donc c'est assez pérenne comme business, quoi. Ok, on passe à la lettre... où j'en suis? À la lettre M comme Motorola, pour le coup, Marc. Motorola Moto Mods. Le smartphone modulaire, c'est finalement par là que ça arrive, j'ai envie de dire. C'était déjà arrivé. C'est pas le premier smartphone modulaire qu'on voit débarquer. Si tu te rappelles, le LG, le G5 est déjà un smartphone modulaire avec sa conception qui permet de retirer la batterie, etc. Et ici, c'est clairement sur cette vague que surfe Lenovo, puisque rappelons-le, maintenant c'est à Lenovo qui appartient à Motorola. Et donc, le premier téléphone qui sort de cette collaboration, qui est le Moto Z, voit arriver toute une série d'accessoires. Alors, pour l'instant, il n'y en a que 3, mais qui procèdent de cet esprit de modularité. Et en fait, le concept, c'est que on a le téléphone qui dispose de capteurs aimantés à la base, sur la coque arrière, et sur lequel on va venir clipser par simple contact, et par contact électrique et par contact magnétique, des coques, des arrières de coques qui vont pouvoir apporter des nouvelles fonctionnalités. Alors pour l'instant, je disais, il y a 3 modèles. Il y a une batterie supplémentaire, il y a un appareil photo et il y a un picoprojecteur. D'accord. Et on ne peut pas les empiler, on ne peut pas les utiliser en même temps. On ne peut pas les empiler, c'est un à la fois, mais c'est la même chose avec le LG. On ne peut mettre qu'un seul accessoire à la fois, vu que l'accessoire, en fait, va aller s'enficher dans le corps du téléphone. J'ai repéré un haut-parleur aussi. Oui, je me suis trompé, pardon, c'est pas un appareil photo. Celui-là est toujours en attente. Il y a une batterie supplémentaire, le picoprojecteur et effectivement un haut-parleur, enfin un baffle de marque JBL. Voilà. Griffé JBL, on va dire. Griffé JBL. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que Lenovo a ouvert les spécifications à l'industrie, donc ça veut dire que n'importe qui peut développer ses propres accessoires Motomods, comme c'est le cas notamment de la batterie qui est fabriquée par une société tierce. On s'imagine bien Logitech par exemple développer des modules prochainement, quoi. Voilà. Alors restera évidemment la question du prix, parce que le Moto Z est annoncé comme un téléphone haut de gamme, c'est-à-dire avec une tranche de prix qui est sensiblement similaire à ce qu'on trouve sur du Samsung, sur du HTC, etc. Donc on tape entre 600 et 800 €. À côté de ça, les coques sont annoncées. Alors par exemple, la batterie supplémentaire, c'est quand même 100 €. Ouais. Le picoprojecteur est annoncé à 400 €. Ah oui, oui. Voilà, donc ça grève vite. Non seulement en rajoutant des coques, le smartphone gonfle, mais le prix aussi. Oui, exactement. Mais le principe est bon et il y a à parier que ça va être une tendance dans les prochains trimestres, dans les prochaines années, de parier sur des téléphones plus modulaires, parce que finalement, on a fait le tour de ce qu'on peut faire avec un téléphone. Il faut proposer des nouveaux usages modèles aujourd'hui. Exactement. Sinon, tu vas un peu tourner en rond. Oui, c'est déjà le cas en l'occurrence. Tiens, il y a une image qui vient d'apparaître. C'est un petit peu logique, ça annonce la suite, parce que j'allais donner la parole redonner la parole Marc pour parler de voiture. V comme voiture, c'est la lettre V. Donc, Larry Page investit dans la voiture volante.
qu'elle est belle. Oui, elle est belle. Bon, pour l'instant, ce n'est qu'un proto, mais effectivement, bon, tout le monde a ses petites lubies, hein, et quand on est milliardaire, on aime bien mettre de l'argent dans les sociétés. Ça, c'est vraiment très laid. Un peu improbable. Bon, rappelons-nous, le patron d'Amazon a quand même mis 500 millions de dollars dans les fusées Blue Origin. Pour l'instant, ça lui dessert pas trop mal. Mais voilà, donc ici, apparemment, des rêves récurrents chez les millionnaires, c'est les voitures volantes, parce que Larry Page vient d'investir 100 millions de dollars dans une start-up qui travaille sur le modèle que les personnes qui nous suivent via vidéo ont pu voir sur leur écran. Alors effectivement, c'est pas très beau. Non. C'est assez particulier. Voilà. Bon, pour ceux qui nous écoutent, je vais expliquer pour ceux qui nous écoutent parce que je voudrais pas les frustrer. Imaginez un cockpit d'hélicoptère ou d'avion, les ailes de l'avion qui sont accrochées au nez, donc devant le cockpit. Au-dessus, 2 fois 4 hélices, un petit peu comme sur les drones, mais de part et d'autre. Et puis encore 2 hélices à l'arrière, 2 rotors à l'arrière. Voilà, c'est un truc vraiment très très bizarre. Hein. Ça ressemble à une plaque chauffante, au gaz, ou c'est d'une laideur sans nom, quoi. T'as de l'imagination, mais bon. Voilà, bon, la boîte en question est une boîte qui a quand même été lancée en 2010 par Larry Page lui-même, donc il a mis les sous, mais il a lancé la boîte. La boîte s'appelle Z Aero. Oui. Ils ont été chercher loin pour le nom, et donc elle a breveté ce modèle de voiture volante. Alors, ce n'est pas la seule dans laquelle Larry Page a mis des fonds. Il a également financé une autre start-up qui s'appelle Kitty Hawk, qui elle aussi a pour but de faire voler une voiture. Je ne sais pas s'ils ont abusé de Fantomas quand ils étaient jeunes, et la voiture volante. On finira par y arriver, mais je préfère voir une DeLorean volée plutôt qu'un bazar improbable comme ce qu'on a vu là. Ceci dit, c'était à l'époque de Fantomas, pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'était une DS. Hein, c'était une DS, oui. Voilà. Je suis même pas certain que les moins de 40 ans savent encore ce que c'est une DS. Ou Fantomas. Si. Lui, il a la couleur de Fantomas. Bon, allez, on passe à la lettre... On est toujours à la lettre V comme voiture. Tiens, encore voiture, Marc, pour parler du kit de voiture autonome de GeoHot, c'est ça ? Ouais, le fameux hacker qui s'était fait connaître à l'époque de l'iPhone, de la PlayStation, etc., dont on avait parlé il y a quelques numéros, je ne me rappelle plus le numéro exact, mais on avait parlé il y a quelques numéros en expliquant que le monsieur touche à tout, un peu de génie, s'était lancé dans le défi de créer un kit qu'on pouvait adapter sur n'importe quelle voiture pour en faire une voiture à conduite autonome. Ça avance pas mal, parce que ici, pour une société qui n'a à peu près que 10 mois, ça fait 10 mois qu'il a mis en place sa structure, après avoir le temps, lui, de jouer tout seul dans sa chambre, on pense, il a quand même un système qui est capable de conduire une voiture seul. D'accord. Sans aucune intervention. Et la bonne nouvelle, il estime qu'il y a encore 1 ou 2 ans avant que le produit soit tout à fait commercialisable, mais la bonne nouvelle, c'est que le système serait achetable pour un peu plus de $1,000. D'accord. Et donc, pour $1,000, tu pourrais transformer ta voiture en voiture à conduite autonome, pour peu qu'elle possède certaines caractéristiques. Par exemple, qu'elle ait, comme c'est le cas de beaucoup de voitures maintenant, le volant motorisé. C'est le cas, par exemple, pour toutes les voitures qui offrent la fonction parking automatique. Qu'elle ait une caméra ou un radar d'avant, ce qui est le cas pour quasi toutes les voitures qui proposent le contrôle de vitesse adaptatif. Voilà, donc c'est quelque chose qui bouge, et il y a fort à parier qu'ici, l'ambition qui est de proposer l'équivalent de l'autopilote d'une Tesla pour un peu plus de $1,000 pourrait dynamiser un marché qui, de ce côté-là, se cherche encore un petit peu. On a Tesla qui le fait, on a BMW qui le fait sur des modèles ultra haut de gamme, on a Mercedes qui travaille dessus, mais des voitures qui sont vraiment autonomes, dans le sens où on n'a plus besoin de toucher le volant ni les pédales, et c'est la voiture qui fait toute seule. À part la Tesla, qui est un peu emblématique, on n'a pas vraiment de trucs en production. Ça risque de bousculer un peu les choses, et pour le plus grand bénéfice des utilisateurs. Ça, c'est souvent comme ça, les technologies très avancées qui ont l'air très coûteuses, finalement, peuvent se réduire à très très peu de choses, mises entre les mains de gens qui ont un peu de génie ou un peu de savoir-faire, et simplement, des fois, juste un peu de bon sens aussi. Ça fait avancer les choses comme ça par à-coup. On arrive à la lettre W de ce numéro. Oui, Sébastien? Oui, je veux juste rajouter un mini truc, c'est que vous faites quand même pas trop d'illusions sur l'annonce de marque.
parce qu'effectivement, ça marche très bien sur le marché américain avec des voitures automatiques. Avec des voitures manuelles, ça va être plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué. Oui, bien sûr. Mais il y avait parmi les conditions, ça en fait partie, tu as raison de le rappeler, Sébastien, mais on a aussi des voitures automatiques chez nous, hein, ça se vend aussi. Oui, Marc et moi, on a des voitures avec des boîtes séquentielles et compagnie, mais la plupart des gens en Europe vont quand même avec des boîtes manuelles. Évidemment. Et donc là, c'est mal barré. C'est un petit peu, ça va poser problème à un moment donné, c'est vrai. Ou alors il faut un bras mécanique. Tu fais tout en première, tout en première. Ou en marche arrière. Aussi, on peut. Ça peut le faire aussi. Merci de le rappeler, Sébastien. Allez, on arrive à la lettre W de ce 85e épisode des Technos. J'entends. C'est quand même très particulier. C'est du gros qui tâche, monsieur. c'est du gros what the fuck qui tâche cette semaine. Sébastien, on commence avec toi et Bang Fit, le sport selon le Pornhub, il faut bien le dire, qui une fois de plus a un produit marketing une fois bien placé. Ils sont bons, hein. Je le disais avec Marc tout à l'heure, c'est les rois du marketing du porno. Hein. Oui. Tout à fait. Avec Marc Dorcel. Il dépasse Marc Dorcel, je trouve. De quoi s'agit-il ? C'est génial. Et en fait, c'est une petite ceinture que tu vas pouvoir attacher à ta ceinture quand tu seras à Walpé, et sur lequel tu mets ton téléphone et une petite application Pornhub, Bang Fit. Et le but étant de mesurer combien de calories tu utilises dans certains actes sportifs qui sont évidemment autres ici que d'aller faire du vélo, on s'en doute. Ouais. Et alors pour pouvoir effectivement t'aider à faire ton sport et donc à dépenser tes calories, donc tu as ton téléphone qui va effectivement mesurer les mouvements, mais ton application va aussi te permettre de te montrer les mouvements que tu dois faire pour dépenser les calories. Donc c'est un petit peu comme quand tu fais les trucs de musique là où tu dois sauter au bon moment. Et bien ici tu vas avoir le rythme que tu dois suivre et le bip si tu ne suis pas le rythme. Donc c'est assez. La vidéo est juste à mourir de rire. Oui. Ça vaut la peine d'aller prendre 2 minutes pour la regarder. Oui. Voilà. Après, je sais pas, je pense ici c'est beaucoup de coups de buzz, mais le truc existe, hein, ils le vendent vraiment, les gars. Et ils montrent aussi quels muscles sont voilà. Parce qu'il faut du marketing, mais ils vont vraiment toujours au bout de leurs idées. Hein. Même si le truc est moisi, ils le proposent. Hein. Ils le proposent quand même, et souvent c'est plus rigolo que vulgaire. Hein, soyons très clairs, c'est pas voilà. Exceptionnel. Donc c'est fait avec beaucoup de bon goût, malgré le sujet, et franchement, c'est assez exceptionnel. Ces mecs ont un marketing de guerre. Enfin, les détracteurs diront, oui, mais enfin, tout ça, c'est aussi des manières de... J'ai coupé la vidéo au bon moment. si, je vous assure, regardez. Ceci dit, les détracteurs diront toujours que oui, c'est pour mettre tout ça à portée des enfants, et si c'est rigolo, c'est aussi pour toucher les plus jeunes. Ça dépend comment vous éduquez vos enfants, je serais tenté de dire. C'est vraiment pas pour les enfants. Hein. Non, c'est pas fait pour, ça c'est clair. Allez, on termine avec un petit bonus, Marc. Je vois ta tête, je vais prendre le sujet, ça ira plus vite. Je pense que ce serait pas mal que tu prennes le relais sur ce coup-là. Parce que Pornhub, on vient de le dire, expérimente dans absolument tout et n'importe quoi, parfois plus n'importe quoi que tout, et ils le font généralement avec un succès assez certain. Et donc, après avoir lancé et faire fils de pionnier sur le porno en réalité virtuelle, après avoir fait le porno fitness, comme Seb vient de l'expliquer, voilà maintenant qu'ils se sont décidés à lancer le porno pour malvoyants. Oui. Et donc, en fait, ils proposent des vidéos de cul en audio-description. Pendant que tu regardes, que tu essayes de voir avec tes petits yeux abîmés, il y a une voix suave qui t'explique la position des acteurs, la manière dont ils sont habillés ou déshabillés, les formes, les mensurations, ce que fait le monsieur avec telle partie de la madame. Est-ce que c'est comme... Voilà, exactement. Est-ce que c'est tout à fait comme l'audio-description qu'on peut avoir sur certaines chaînes françaises, par exemple? Je n'ai pas été jusqu'à tester les vidéos, franchement, la dévotion des technos va pas forcément jusque-là, mais j'imagine, en tout cas, d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche, que c'était assez poussé. Maintenant,
si vous voulez vous faire une idée vous-même, il y a déjà une 50aine de vidéos en audio description qui sont disponibles. Peut-être qu'il y a je serais tenté de dire une courroie de développement pour les gens qui prêtaient leur voix à la publicité et qui sont au chômage, par exemple. Voilà. Et puis bon, nos amis malvoyants ont le droit de se faire plaisir aussi. Bien entendu. Voilà. C'est une façon de faire, Seb. Oui, et alors, imagine, ils ont, c'est alors pornfortheblind.org, ils se font quand même 150 000 visiteurs par mois. Hein. Quand même. Ah voilà, respect. Donc, tu vois, il y a enfin un site porno. Je suspecte des voyants de pratiquer. D'aller voir. Je pense que j'y répondrai tous voir. Et alors, le site, je veux quand même d'aller voir, c'est exceptionnel. Le site est en texte. Oui, il est pour les malvoyants. Donc c'est vraiment Ceci dit, il existe des accessoires pour les malvoyants pour aller sur Internet et pour lire du texte. Voilà. Oui, non, mais là, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de machin, donc c'est vraiment pour les malvoyants, voilà, c'est génial. C'est génial, voilà. Bon, ben voilà, c'est un numéro un petit peu plus long que d'habitude, me semble-t-il, qu'on vous a proposé ici. C'était le 85e épisode des Techno. Le 86e sera le dernier de la saison. Rassurez-vous, et à cette occasion, on vous expliquera tout ce qu'on a mis un petit peu en place pour vous accompagner durant les mois de juillet et mois d'août. Merci à Marc de ce côté-ci et bonnes vacances, puisque on ne te retrouvera pas la semaine prochaine. Et merci également à Sébastien qui part très vite aussi en vacances, puisque la semaine prochaine nous serons en compagnie de Xavier et de Benoît pour terminer la saison avec le 86e épisode. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.